Une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue donc, sur ce webinaire qui est organisé par le Centre Ressources Intime Agir en partenariat avec Cap Parents Hauts-de-France. Nous vous proposons donc sur 7h30 de présentation de vous présenter rapidement le Centre Ressources Intime Agir, puis le dispositif Cap Parents, ainsi que ses missions, et pour ensuite intervenir sur la situation de parentalité pour les personnes en situation de déficience intellectuelle. Alors, on voit que ça va mieux. Donc, nous sommes ravis de voir que ça va mieux pour certains d'entre vous qui nous entendez moins bien. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc via le chat, donc via la conversation qui se trouve en haut de votre écran. Et après chaque temps de présentation, nous ferons une petite pause pour pouvoir prendre également les questions des uns et des autres. S'il y a vraiment beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas, nous répondrons à tout le monde, que ce soit par oral et ou par écrit. En tout cas, tout le monde aura une réponse, même si c'est suite à la présentation. Voilà. Je suis Hélène Bonte, coordinatrice du Centre Ressources Intime Agir, et je vous souhaite à nouveau la bienvenue et je passe la parole à mes partenaires qui vont se présenter. Bonjour à tous et à toutes, Christelle Leplus, je suis coordinatrice régionale du dispositif Cap Parents de France. Bonjour à tous et toutes, Véronique Lassalle, je suis référente territoriale métropole lilloise pour le dispositif Cap Parents de France. Et donc, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce temps d'échange et de présentation. Nous avons un support à vous partager. Donc, nous allons cliquer tout de suite pour pouvoir vous le présenter. Ne vous inquiétez pas, ce support vous sera mis à disposition et vous sera envoyé après le webinaire, ce qui vous permettra d'avoir tous les éléments a posteriori. Nous le rappelons, le webinaire est enregistré, ce qui permettra de le mettre à disposition sur le site internet et sur nos réseaux sociaux respectifs pour que les professionnels et partenaires et familles même qui n'ont pas pu participer aujourd'hui puissent le voir en replay. Alors, nous démarrons avec la présentation d'Intime Agir, du Centre Ressources Intime Agir. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui est-il, à quoi il sert, pour qui est-il destiné? Le centre ressources, au final, est une porte d'entrée régionale, une sorte de plateforme qui a pour mission d'aider, d'orienter, de conseiller plusieurs publics, les professionnels, les institutions, mais aussi et surtout les personnes en situation de handicap et leurs familles. Ce centre ressources, il traite de 3 sujets: la vie intime, affective et sexuelle, la lutte contre les violences et la parentalité. Tout ça pour un même public qui se trouve être les personnes en situation de handicap. Et là, on parle de tout type de handicap et de tous âges. Ce qui fait quand même pas mal de thèmes et beaucoup de monde. Donc, l'objectif d'Intime Agir et les missions, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est d'être une sorte de plateforme, d'être facilitateur, une sorte de porte d'entrée régionale autour de ces 3 sujets pour aider les personnes concernées et les personnes qui les accompagnent, professionnels et familiaux, à comprendre, à savoir ce qui existe, pour qu'on puisse aussi les orienter dans leurs recherches, quelque recherche qu'elles soient. On a également l'objectif de ne pas se limiter à un rôle d'information, mais aussi à un rôle de facilitateur en termes de visibilité, c'est-à-dire de vous aider à ne pas chercher des heures et des jours des ressources qui existent déjà, quelles sont les ressources les plus pertinentes en fonction de vos besoins et de vos attentes. Et on a une dernière mission qui est la co-construction. Ça va au-delà de la mission, c'est-à-dire qu'on a, c'est une façon de penser. Le Centre Intime Agir a été construit et co-construit avec des personnes concernées, qui font d'ailleurs partie de la gouvernance du Centre Ressources.
Et au-delà de la gouvernance, les actions que nous mettons en place aussi sont pensées et parfois même co-animées, co-construites avec les personnes concernées, qu'elles fassent partie de la gouvernance ou qu'elles fassent partie des personnes qui gravitent autour du centre ressources. La mission générale, c'est de garantir donc à tout le monde, à toute personne en situation de handicap et à leurs accompagnateurs, l'accès à l'information aux droits pour les personnes concernées en matière de vie intime, affective, sexuelle, de lutte contre les violences et du soutien à la parentalité. Donc, vous voyez, le soutien à la parentalité, c'est un sujet que l'on a en commun avec, on a tendance à s'appeler nos cousins, nos cousines de 4 parents. Donc, dans nos missions, on a l'information, la communication et la sensibilisation des publics vulnérables. Lorsqu'on parle de repères, lorsqu'on parle, donc, toujours autour de nos 3 sujets, on parle également d'écoute et de recueil des besoins, de recueil du vécu, de recueil des questions de terrain. Et quand on parle d'écoute, vous verrez, on a mis en place un dispositif d'écoute des personnes concernées. L'orientation et le conseil, donc que ce soit vers des ressources physiques, des lieux, mais aussi des jeux, de tout ce qui peut être pédagogique, éducatif, ce qui peut servir à la constitution d'ateliers ou la réalisation d'ateliers. On est là aussi pour apporter du conseil à toute personne qui en aurait besoin. Et on a bien évidemment un rôle de pilotage et d'observation, d'identification des besoins au niveau régional, entre tous les acteurs qui traitent de cette thématique. Un petit peu en vrac, des exemples de ce que l'on fait. Je vous parlais d'un système que nous avons mis en place concernant l'écoute des personnes concernées. Bien, elle est représentée par une ligne d'écoute, voilà, que vous pouvez trouver au 03 92 100 500, qui est une ligne d'écoute téléphonique gratuite, confidentielle et anonyme destinée aux personnes concernées, qui est ouverte tous les après-midi, du lundi au vendredi et le samedi matin. Les personnes qui sont derrière le téléphone sont des écoutants, des personnes formées à l'écoute et formées au handicap. N'hésitez pas à transmettre les éléments et ce numéro de téléphone, même s'il ne sert pas aujourd'hui, il pourra servir demain, il pourra servir à d'autres connaissances. Nous avons aussi créé un site internet qui est le site Intimagir que vous voyez en bas à droite de votre écran, qui regroupe tout ce qui est publication officielle, une ressource tech, une cartographie des ressources du territoire, qui vous permet aussi de prendre contact avec nous si vous le souhaitez, et vous y trouverez également nos actualités. Une boîte mail sur laquelle vous pouvez donc nous contacter. Donc vous la trouvez par contre en bas à gauche de votre écran, donc c'est intimagir@creaihd.org. Derrière, donc, vous avez 2 personnes qui répondent aux questions, aux demandes d'orientation des personnes concernées et des professionnels également. Je vous parlais de ressources tech sur notre site internet. La ressource tech, en fait, c'est un espace de notre site où l'on a identifié toutes les ressources qui nous semblent pertinentes autour de nos 3 thèmes. Certaines de ces ressources, nous les avons en physique, voilà, sur place. Et donc, sur notre site internet, vous pouvez aussi identifier ce que nous avons sur place pour pouvoir les consulter. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, nous ne faisons pas de prêt, mais à minima, vous pouvez venir consulter donc ces ressources pour voir si elles sont pertinentes dans les usages que vous souhaitez en faire. Et ça vous permet aussi de découvrir des nouvelles ressources qui sont encore méconnues jusqu'à voici quelques exemples de ressources sur nos 3 thèmes. Donc, on a des coffrets sur l'anatomie, on a des coffrets sur le consentement, on a des jeux sur les préjugés, la lutte contre les violences, on a des jeux ou des supports d'animation sur la parentalité, sur la santé sexuelle. Certains sont en FALC, d'autres sont en langage simplifié, ou d'autres sont, on va dire, dédiés à des enfants, mais peuvent être tout à fait compris et utilisés avec un public adulte qui pourrait présenter des troubles cognitifs. Donc, on a vraiment une gamme assez large d'outils
encore une fois, sur les 3 thèmes du centre ressources. Vous pouvez retrouver également 2 fois par mois ce que l'on appelle la Minute Ressource, qui est un Zoom sur LinkedIn, le Zoom sur une ressource que nous avons, ce qui vous permet ensuite de venir la consulter sur place. Et donc, on prend en photo le contenu de chaque ressource et on vous explique la façon dont vous pouvez l'utiliser, ce qui vous permet d'identifier les ressources pertinentes ou pas dans vos accompagnements. Les actions territoriales et régionales donc, que nous menons tout au moins cette année, nous proposons des visios de présentation du centre ressources. Nous proposons également des webinaires thématiques, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Nous proposons des journées départementales de sensibilisation. D'ailleurs, nous en proposerons une sur la parentalité le 10 décembre sur Arras. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos canaux de communication. Vous en saurez plus sur les créneaux horaires et sur le lieu. Et sachez qu'on va proposer donc, ce type de journée, comme nous l'avons fait dans le Nord et dans l'Aisne. Le matin sera dédié à l'accompagnement des personnes concernées et l'après-midi aux professionnels. Nous animons depuis quelques semaines un réseau régional des référents vie intime, affective et sexuelle et lutte contre les violences qui exercent en établissement. Nous proposons également des comités techniques avec des personnes en situation de handicap pour améliorer nos supports et pour créer aussi de nouveaux outils. Et enfin, nous allons proposer le 16 juin des portes ouvertes du centre ressources. Donc, ça se passera dans nos locaux. Et on vous propose de bien découvrir tout au long de la journée les différentes ressources matérielles que nous avons autour de nos 3 thèmes. Et on vous invite à venir avec les personnes que vous accompagnez pour pouvoir tester nos jeux, nos livres, les affiches, les supports de communication, enfin bref, tout ce qu'on trouve dans nos locaux et qui constitue la ressource tech, vous allez pouvoir venir les découvrir. Pour finir, si vous souhaitez nous rejoindre sur un canal de communication, on vous a remis donc, le lien pour le site Intimagir. Nous vous avons adressé à nouveau, donc précisé notre adresse mail, la ligne d'écoute téléphonique ainsi que ses horaires, le lien vers nos réseaux sociaux et pour finir, donc, en bas à droite, un QR code pour vous inscrire à notre newsletter ou encore lettre d'info que nous vous enverrons tous les 3 mois et qui retrace donc ce qui a été fait, les grands événements du centre ressources, mais aussi ce qui va être fait, ce qui est en cours et ce qui est important pour le centre ressources. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, vous la recevrez automatiquement. Donc, voilà pour le centre ressources Intimagir. Avant de démarrer la présentation donc, de 4 parents, comme on vous l'avait évoqué tout à l'heure, on vous propose un tout petit temps de questions, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez en avoir aussi tout au long de la présentation et les poser ensuite. Mais en tout cas, si quelqu'un a déjà une question, manifestez-vous. On y répondra tout de suite. Dans ces cas-là, vous avez le droit d'ouvrir votre micro. Pas de questions. Du coup, je cède la parole. Si, il y a une question dans le chat où Merci. on demande si la ligne d'écoute est ouverte à tous les départements. Pardon ? Est-ce que la ligne d'écoute est ouverte à tous les départements? Oui, alors la ligne d'écoute est destinée aux personnes concernées et à leurs accompagnateurs familiaux, pas pour les professionnels, mais familiaux. Et c'est pour effectivement les 5 départements de notre région, parce que le centre ressources Intimagir est financé par l'ARS Hauts-de-France. Donc nous sommes destinés aux 5 départements de notre région. Et que les personnes soient en établissement ou à domicile, n'importe. Bonjour, moi j'aurais une question par rapport à la définition de handicap que vous utilisez. Est-ce que c'est la référence de la MDPH ou pas? Alors, on est sur toute personne, effectivement, avec une notification MDPH. D'accord, ok.
Et donc, du coup, ça ne prend pas non plus en compte le vieillissement pathologique. Alors, on est sur un public. Alors, on n'est pas effectivement sur le vieillissement pathologique. Par contre, on peut être auprès de personnes en situation de déficience intellectuelle vieillissante, par exemple. Oui, d'accord. Merci. De rien. Je pense que je peux passer la parole maintenant à Véronique, qui va pouvoir intervenir du coup sur 4 parents. Alors, pour pouvoir proposer une transition entre tout ce qui est de l'ordre de la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap et la notion de parentalité, on voulait vous proposer un schéma qui symbolise justement l'évolution de cette représentation de la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap. Autrefois, cette notion était niée, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle s'est imposée dans nos pratiques d'accompagnement, que ce soit pour les professionnels de santé ou pour les professionnels du médico-social. Donc, dans ce schéma, vous pouvez voir qu'on est passé en effet d'une négation de la sexualité des personnes en situation de handicap, avec notamment le regard de l'Église et le côté très moralisateur de l'approche, avec une notion davantage de contrôle. Et dans les années 80, la perception de la vie sexuelle des personnes en situation de handicap était représentée selon le modèle de Vianney, qui est un modèle assez binaire. Soit la personne en situation de handicap était une personne asexuée, soit la représentation de la sexualité était plutôt assez bestiale et pulsionnelle. Est arrivée la loi de 2002 et la loi de 2005 qui a fait rentrer dans ses prérogatives la question de la vie sexuelle et affective et donc la question de la parentalité, qui fait partie aujourd'hui des obligations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et qui a amené du coup cette obligation de formation pour les professionnels, avec notamment les commissions VIASP, qui font partie aujourd'hui de nos pratiques, y compris dès le secteur éducatif, dans les établissements et services à destination des personnes en situation de handicap. Du coup, on vous propose une présentation de notre dispositif CAP Parents, qui est un dispositif en cours de création depuis l'année dernière, depuis septembre dernier. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un dispositif régional de soutien à la périnatalité et à la parentalité des personnes en situation de handicap. L'objectif de CAP Parents étant de permettre à chaque parent et futur parent en situation de handicap de pouvoir vivre pleinement sa parentalité et de permettre de faciliter la mise en place d'un parcours adapté à tous les parents pour favoriser un environnement propice à la santé physique, psychique et sociale de l'enfant. Des CAP Parents, il en existe un peu partout au niveau national. Sur les Hauts-de-France, nous sommes les derniers à être arrivés sur la création du dispositif, car il existait déjà des dispositifs en lien avec la parentalité. Donc, c'est ce qui explique que nous sommes toujours en train de finaliser la création du dispositif. Mais les missions pour l'ensemble des CAP Parents se dessinent un peu sur ce format-là. L'idée, c'est de pouvoir informer et conseiller. Alors, informer et conseiller, que ce soit les personnes concernées ou les professionnels en lien avec des parents, futurs parents en situation de handicap. Orienter et faciliter les parcours, donc être une plateforme repérée comme pouvant orienter les personnes concernées et les professionnels. Sensibiliser et guider, l'intention va être de pouvoir proposer en effet des sensibilisations aux professionnels pour leur permettre
de monter en compétence sur le sujet de la parentalité et du handicap. Faciliter l'accès aux droits, c'est également pouvoir être une ressource sur tout ce qui est accès aux droits MDPH, PCH, parentalité, pour pouvoir débloquer des situations administratives qui, de fait, parfois enrayent un parcours parental, et avoir cette possibilité donc de coordonner le parcours parental, parce que l'intention, c'est bien de pouvoir aller vers les partenaires qui sont concernés et en lien avec les parents et futurs parents en situation de handicap, et leur permettre d'avoir les ressources, les outils pour adapter leurs pratiques, pour accompagner les personnes. Donc, à qui est destiné CAP Parents? Donc, c'est destiné à tous les parents ou futurs parents en situation de handicap, tout type de handicap, qu'ils soient intellectuels, moteurs, sensoriels, psychiques, TSA, maladies rares, et dès le désir d'enfant jusqu'à la majorité de l'enfant. Pour faire du lien avec la question qui a été posée à Hélène tout à l'heure, pour pouvoir solliciter CAP Parents, il faut bénéficier d'une reconnaissance de la MDPH, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notification spécifique CAP Parents. Par contre, il faut avoir au moins une RQTH ou une reconnaissance pour l'AH pour pouvoir s'adresser au dispositif. Nous nous adressons également aux proches aidants des personnes, que ce soit les familles et amis qui entourent des parents ou futurs parents en situation de handicap, et bien évidemment les professionnels en lien avec la parentalité, le handicap et l'enfance. Donc, qui porte aujourd'hui et finance le dispositif? Donc, le porteur régional, c'est l'UDAPEI des Papillons Blancs du Nord, et nous avons donc un coporteur par département. Donc l'UDAPI 62 pour le Pas-de-Calais, l'UDAPI 60 pour l'Oise, l'ADAPI 80 pour la Somme, et le GCSMS Alméa pour l'Aisne. Et nous sommes soutenus par 40 partenaires autour de la construction de ce projet. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, notre financeur est l'ARS, tout comme pour Intimagir. Je veux juste me permettre de revenir sur un petit peu en arrière sur l'émission et la notion de coordination. Coordonner le parcours parental, c'est aussi entendre que les référents territoriaux dont va parler Véronique par la suite ont à cœur de pouvoir articuler autour d'une situation donnée les professionnels de terrain qui vont pouvoir apporter une réponse directe. CAP Parents n'aura pas vocation à accompagner directement les personnes concernées, mais bien à coordonner ce parcours parental pour le faciliter, pour rendre les choses accessibles dans le cadre de la parentalité en situation de handicap. Et en cas de situation complexe, l'idée est de pouvoir faire intervenir, mais on en parlera plus tard, une cellule d'experts du terrain qui, dans le cadre de conventions, à hauteur de maximum 5 séances, pourront intervenir directement auprès de la personne concernée. Voilà. Alors, où sommes-nous aujourd'hui sur la création du dispositif? Donc, on est passé par une démarche diagnostique auprès des partenaires. Un certain d'entre vous en ont peut-être d'ailleurs fait partie, et nous les remercions pour leur participation. Et nous avons également engagé une démarche diagnostique auprès de familles et de personnes concernées. Donc là, on est vraiment dans l'élaboration du projet. On affine nos missions et nos perspectives de mission et de création sur CAP Parents. Dans notre fonctionnement, donc on va projeter la création d'une cartographie des ressources du territoire dans le domaine de la
périnatalité, la parentalité et le handicap. Et comme le disait à l'instant Christelle, la création d'une cellule de professionnels experts pour que chaque personne concernée et chaque professionnel puisse aller trouver donc sur le site internet de Cap Parents qui va être aussi qui va être amené à être créé, une carte interactive reprenant en fonction du lieu d'habitation de la personne les professionnels qui se situeront à proximité, des professionnels repérés comme étant sensibilisés à la notion de parentalité et de handicap, et la possibilité à travers du coup la sollicitation de Cap Parents de pouvoir bénéficier d'un accompagnement conventionné à hauteur de 5 séances pour pouvoir amorcer un travail, ou alors pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, débloquer une situation problème en lien avec la parentalité. Sur le site internet, vous allez pouvoir retrouver les outils qu'on va vous présenter là dans le webinaire. Vous allez pouvoir retrouver des ressources, des jeux, des liens, des références bibliographiques, toujours en lien avec la thématique de la parentalité et le handicap. Et on vous invite déjà à pouvoir bloquer la date du 30 septembre 2026, car nous allons organiser une journée thématique parentalité et handicap sur l'île, à la salle du gymnase, une journée qui sera ouverte aux professionnels et bien évidemment aux personnes concernées. On vous donnera plus d'informations sur cette journée prochainement. La création du site internet n'est pas encore efficiente. On l'entend plutôt dernier trimestre 2026. Avant qu'on lance une vidéo de présentation, est-ce qu'il y a des questions concernant... Nous avons une question. Je vous la lis telle quelle. Oui. Avez-vous des projets, travaux en commun avec le réseau périnatal? Avez-vous déjà mis en place une articulation avec le CORES? Non, pas encore. Mais on travaille en lien avec Oriane sur le champ de la périnatalité. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place de lien avec le CORES, non. Ce sera avec plaisir. Intimagère fait partie du CORES, par contre. Mais nous sommes un tout petit peu plus vieux que Cap Parents. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autres questions? En tout cas, par écrit, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral? J'ai une autre question par écrit. Quand vous parlez d'accompagnement dès le désir d'enfant, quel professionnel faites-vous intervenir? Vas-y. Ouais, alors je prends toujours le même exemple, puisqu'on a déjà engagé des réponses à des sollicitations, et une des sollicitations qui est venue jusqu'à nous est la sollicitation d'une jeune femme de 23 ans en désir d'enfant. Elle souhaite avoir un bébé toute seule, et donc son souhait était d'avoir des renseignements sur la PMA. Donc le référent territorial du secteur concerné, le Pas-de-Calais, pour ne rien cacher, a mis en place un plan d'action, à savoir orienter cette jeune femme vers les services concernés d'accompagnement, à la fois protection maternelle infantile et aussi tout ce qui était en lien avec la maternité, pour avoir des réponses à cette demande. Et nous avons fait le chemin aussi de l'orienter vers le centre de ressources Intimagir pour travailler aussi la question du désir d'enfant, son projet et la construction de ce projet. Voilà, donc en fait l'idée c'est de mettre en place un plan d'action autour d'une demande, et les professionnels qui vont être sollicités sont plus en réponse
à une demande. Là, effectivement, on partait d'un projet qui n'était pas forcément encore mature. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler toute l'émergence du projet jusqu'à l'articulation si tant est que le projet aboutisse de ce projet. Donc, les partenaires qu'on va mettre en place autour de ce projet vont évoluer en fonction de la demande. Et pour compléter un petit peu l'explication de Christelle, on a aussi pour projet avec les autres référents territoriaux de créer une sensibilisation autour de la question du désir d'enfant pour pouvoir permettre aux professionnels d'être un peu plus aguerris sur la question. Y a-t-il encore une question avant que nous continuions? Apparemment pas. Alors, pour introduire la thématique du jour, on vous propose une vidéo qui a été réalisée pour le colloque Parents dis-moi tout, qui a eu lieu le 23 novembre 2023 à Valenciennes. Cet événement a été une opportunité pour donner la parole aux personnes concernées. Et dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver des parents qui s'expriment sur leur choix à devenir parents. On n'a pas le son de la vidéo. Je me permets de faire pause. Vous n'avez pas le son de la vidéo, c'est ça? Non. Non. On voit bien l'image, mais on n'a pas le son. Comment allons-nous pouvoir faire? Nous avons la vidéo, mais pas le son. D'accord. On va essayer de régler le problème technique. Moi, je suis à fond. J'essaie de mettre le son. Là, je coupe? C'est pas la bonne idée. La bonne idée. Ça va être pas. Ça fait des gros quand je le tiens. C'est bon? C'est bon. On va trouver une solution. On va passer ensuite. Bon, visiblement, ça ne fonctionne pas. Ce sont les aléas du direct. Je vais me permettre, il y a une question qui est arrivée entre-temps, ça permettra peut-être de résoudre le problème technique qui concernait précédemment donc, nos interventions. La question était de savoir si lorsque l'ASE et où la PMI sont engagés déjà dans l'accompagnement, est-ce que nous, on se met en ordre de marche? Oui, la réponse est oui. L'idée est de venir évaluer la situation, de venir
comme on le signifiait précédemment, réfléchir à un plan d'action qui pourrait venir soutenir la démarche de montée en compétence de la personne concernée. Donc oui, on est déjà intervenu d'ailleurs à la demande de professionnels de l'aide sociale à l'enfance ou de la PMI, quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On reviendra peut-être sur la vidéo. On est en recherche de solutions techniques. Voilà, on cherche une solution technique pour que vous ayez le son. Bon, l'intention de la vidéo, c'était de bien évidemment pouvoir permettre aux personnes concernées de s'exprimer sur le sujet, mais j'ai envie de dire que peu importe à quel moment du webinaire, cette vidéo, elle aura toujours son sens et sa portée. Du coup, par rapport à la manière dont on va aborder la thématique du jour, donc on vous propose en première intention une définition de la parentalité, la présentation du trouble du développement intellectuel dit TDI de manière théorique basique, l'impact de la déficience intellectuelle sur le développement des compétences parentales et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les adaptations dans notre pratique et la présentation de quelques outils que nous utilisons aujourd'hui. Donc, la définition de la parentalité, on souhaitait pouvoir vous proposer deux définitions. Donc, une qui date de 2007, qui a été élaborée par Martine Lamour, qui est psychiatre, et Marthe Baraco, qui est psychologue. Donc, la parentalité peut se réfléchir comme l'ensemble des réaménagements psychiques et affectifs qui permettent à des adultes de devenir parents, c'est-à-dire de répondre aux besoins de leur enfant à trois niveaux, le corps, la vie affective et la vie psychique. À cette définition, on souhaitait pouvoir vous proposer celle de l'OMS, qui est un peu plus récente et un peu plus pragmatique. La parentalité qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de l'enfant. On voulait absolument compléter ces définitions par le regard de Didier Houzel, qui est un psychanalyste français et qui est expert sur le sujet et qui définit la parentalité au travers de trois axes. Donc, tout d'abord, l'exercice de la parentalité. Donc, c'est l'ensemble des prérogatives juridiques, droits et devoirs en lien avec la filiation. Donc, par exemple, choisir un nom, un prénom et donner un nom à son enfant, honorer le devoir de protection et le fait de subvenir aux besoins de l'enfant. L'expérience subjective de la parentalité, donc ça va être tout ce qui est d'ordre de la relation affective et de l'attachement, donc tout ce qui est en lien avec les émotions, le ressenti, les désirs, les projets et les aspirations des parents. Et c'est vrai que concernant les parents porteurs d'une déficience intellectuelle, c'est réellement dans ce domaine-là qu'il s'avère le plus en difficulté. Et la pratique de la parentalité, donc tout ce qui est tâches domestiques, soins, surveillance, éducation, socialisation, donc tout ce qui est en lien avec la vie quotidienne, jouer avec son enfant, donner le bain, donner à manger. Donc la parentalité, sur le schéma, donc, on va retrouver tout ce que peut induire la notion de parentalité chez les parents et les futurs parents. Comme tout à chacun, hein, pas forcément pour les parents en situation de handicap. Donc d'abord une profonde remise en question, une volonté de pouvoir transmettre ses valeurs, un besoin d'éducation et de guidance, une notion de responsabilisation et de réaménagement psychique et affectif. Donc le réaménagement psychique et affectif, c'est ce qui implique des modifications au sein de la structure familiale en termes de place, en termes de liens, de rôle et de fonction de chacun.
Donc cette liste, elle est bien évidemment non exhaustive et elle va être en effet différente en fonction de l'histoire de chacun, de sa culture, de ses liens avec sa famille d'origine, ce qui construit pour chacun une représentation de la parentalité qui est unique. Donc là, on voulait vous proposer une grille qui reprend l'ensemble des habiletés parentales. Donc c'est une grille qui a été construite sur un modèle québécois il y a quelques années. Hein. Nos amis canadiens ont toujours un coup d'avance. Donc les habiletés parentales, c'est l'ensemble des compétences que mobilise le parent pour répondre aux besoins de son enfant et favoriser son développement. Donc en fait, cette grille, elle est assez utile pour nous professionnels car elle peut servir de repère, mais elle sert surtout d'échange à la discussion avec les parents et les familles qu'on est amené à accompagner. Alors, il est possible de l'utiliser, vous verrez en haut à droite, donc il y a la possibilité d'utiliser des codes couleurs. Donc là, on a mis vert, orange et rouge. On peut aussi choisir des couleurs qui peuvent être moins connotées, notamment le rouge qui est parfois connoté négativement. Et l'idée, c'est de pouvoir reprendre compétence par compétence et d'évaluer avec le parent en direct comment il s'auto-évalue par rapport à l'acquisition de cette compétence. Donc, une couleur qui peut correspondre au fait que la compétence n'est pas acquise, ou alors elle doit être encore à travailler. Une couleur qui montre qu'elle est acquise, au contraire, ou qu'elle doit être encore en cours d'acquisition. Ce qui est intéressant avec ce support, c'est qu'on peut le reprendre. Alors là, c'est du 0,5 ans, mais on peut reprendre cette grille en fonction des différentes étapes du développement. C'est essentiellement un repère. On vous propose également donc une définition du TDI, du trouble du développement intellectuel, pour pouvoir mieux cerner un peu ce type de handicap. Donc, selon l'OMS, le TDI correspond à la capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle et complexe et d'apprendre et d'appliquer de nouvelles compétences. Donc, on a souhaité vous proposer cette définition parce que elle s'applique plutôt bien aux parents porteurs d'une déficience intellectuelle. Le TDI est aujourd'hui inscrit dans le DSM-5. Il fait partie des troubles neurodéveloppementaux, donc les TND, que vous allez retrouver ici. Donc, nous avons la déficience intellectuelle, le trouble du développement, au même titre que les TSA, au même titre que les troubles moteurs. Le TDI fait partie de la grande famille des TND. Sachant que pour le TDI, le contexte environnemental est très important. Donc, moins l'environnement est adapté, plus la situation de handicap est importante. Donc, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on souhaite faire passer comme message sur l'adaptation de nos pratiques qui vont permettre une évolution et une adaptation de l'environnement. Et le diagnostic du TDI est aujourd'hui défini par une altération des capacités cognitives et adaptatives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être reconnu avec une déficience intellectuelle, il faut avoir passé un bilan psychométrique et adaptatif, qu'on appelle la Vineland. Mais le TDI, ce n'est pas que des incapacités ou des fragilités, c'est également de nombreuses capacités et compétences. Donc, l'origine du TDI. Donc, les causes du TDI, elles peuvent être soit endogènes, soit exogènes, soit bien évidemment les deux. Donc, dans les facteurs endogènes, on va retrouver majoritairement les anomalies chromosomiques, les atteintes prénatales, les atteintes néonatales et postnatales, et les facteurs périnataux. On a donné quelques exemples
pour que vous puissiez avoir une représentation. Et les facteurs donc qu'on dit exogènes, qui sont des facteurs du coup extérieurs, qui vont être les manques de stimulation au cours de la petite enfance, les carences affectives en lien ou non avec des négligences et la consommation de psychotropes, drogue ou alcool de la mère. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le TDI va venir impacter les compétences parentales. Donc, le TDI va entraîner des difficultés plus ou moins prononcées dans le domaine cognitif. Donc, le domaine cognitif, ça va être tout ce qui va être lié aux capacités de raisonnement, de planification, d'apprentissage et de résolution de problèmes. C'est vrai que dans les familles qu'on accompagne, on peut retrouver ce que moi j'appelle une forme de rigidité mentale qui ne laisse pas vraiment place à l'imprévu, au changement et aux nouveautés. Et c'est vrai que généralement, les parents porteurs d'un TDI ont besoin de davantage de temps, de répétition, ainsi qu'une organisation bien repérante et structurée. Le TDI entraîne également des difficultés donc, dans le domaine des fonctions adaptatives. Donc, c'est la capacité à se responsabiliser, à se décentrer de ses propres besoins. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même très souvent chez les parents porteurs de déficience intellectuelle, c'est cette difficulté à prendre en considération prioritairement les besoins de son enfant. Voilà, ils ont parfois du mal à se décentrer de leurs propres besoins. Leur capacité à être indépendants dans la prise de décision. C'est vrai que ce sont des parents qui sont souvent déjà très infantilisés en tant qu'adultes et qui, par leur entourage, par aussi les professionnels qui les entourent, hein, pas tous, hein, on ne fait pas de généralité, mais c'est aussi un ressenti que peuvent avoir les personnes, en tout cas, qui se sont exprimées auprès de nous. Et donc, il y a toujours cette difficulté à savoir s'affirmer et à s'autodéterminer, mais également à réagir face à des exigences du milieu environnant. C'est des parents, on dit souvent, c'est des parents qui sont un peu sous les feux des projecteurs, en tout cas 2 fois plus de par leur handicap que des parents sans besoin particulier. Et le TDI engendre du coup une forme d'immaturité dans les réactions qui peuvent parfois être mal perçues. Donc, comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, on ne fait pas de généralité sur ces fragilités, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut repérer quand même de manière récurrente et qui ont un impact plus ou moins important en fonction de la personne et de son entourage. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Bien évidemment que si une personne est très soutenue au niveau familial et bien accompagnée, bien repérée au niveau des professionnels, c'est des difficultés qui vont être plus ou moins majorées. Donc, les idées reçues qui tournent un petit peu autour de la question de la parentalité et du handicap. Donc, la notion de TDI, hein, mais comme les autres types de handicap et de parentalité, véhicule beaucoup d'idées reçues et de croyances souvent erronées. Celle-ci est parfois considérée comme un facteur important de risque de négligence. Les parents sont perçus comme non capables d'eux ou, comme je le disais tout à l'heure, sont parfois infantilisés. La question de la transmission du handicap est quelque chose qui est fréquent également. Il faut savoir que, en effet, lorsque le TDI est d'origine génétique, le risque de transmission peut être élevé, notamment lorsque celui-ci est héréditaire. Mais quand il n'est pas question d'un facteur d'origine héréditaire ou génétique, on est sur un risque de transmission qui est en fait proche de celui de la population en règle générale.
Donc, avoir un parent avec un TDI augmente parfois le risque de handicap, mais il n'est pas systématique. Donc, les parents sont perçus comme étant, en n'ayant pas aussi parfois la capacité d'apprendre du fait de leur fragilité de compréhension, ce qui n'est pas forcément vrai, ou en tout cas qui peut évoluer quand on adapte notre pratique auprès de ces personnes. Et ici, donc, c'est le vécu. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir la vidéo. Peut-être qu'on pourra vous la présenter après, parce que dans la vidéo, les parents s'expriment très, très bien sur comment ils se sentent perçus en tant que parents ou futurs parents. Et c'est vrai que ils craignent souvent de ne pas être à la hauteur de la tâche parentale, comme tout parent. Mais c'est vrai que ce sentiment est renforcé du fait que la personne soit en situation de handicap, pardon. La peur du placement est également extrêmement présente. Cette peur du placement, elle peut les amener à développer une forme de méfiance par rapport au service d'accompagnement et notamment la PMI. Elle les amène parfois à ne pas se saisir des aides qui peuvent leur être proposées, ce qui accentue les inquiétudes et renforce les fragilités de ces familles, surtout quand les parents ont eux-mêmes bénéficié d'un parcours de placement. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend quand même très régulièrement. C'est des parents qui sont parfois imprégnés par un parcours personnel et familial traumatique, où il y a pu y avoir la traitance et du coup du placement. Et ils ont cette peur de la répétition de ce schéma. Donc c'est important aussi de pouvoir, en tant que professionnel, essayer de déconstruire et de rassurer au maximum les parents, et au contraire d'aller, moi je sais que je disais souvent aux familles que j'accompagnais, d'ouvrir la porte, parce que c'est justement la fermer qui va venir créer de l'inquiétude et qui va amener parfois une rupture dans la relation d'aide et d'accompagnement. Ils craignent même la transmission du handicap. Dans la vidéo, si on arrive à vous la montrer, il y a un papa qui l'exprime très clairement, sa peur de transmettre son handicap à son enfant. Par rapport à ça, moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un échange avec eux sur ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, les facteurs endogènes et les facteurs exogènes, pour pouvoir déconstruire un peu cette croyance que parce qu'ils sont en situation de handicap, ils vont forcément transmettre un handicap à leur enfant. C'est vrai que parfois, ils sont démunis face aux compétences de leurs propres enfants. Ils se sentent parfois dépassés, notamment quand leur enfant présente des bonnes compétences intellectuelles, ce qui amène et génère une inversion des rôles au sein de la cellule familiale. Alors, pareil, c'est toujours pas systématique, mais on retrouve quand même souvent une fonction de parentification où à un moment donné, l'enfant va, en termes de compétences, entre guillemets, rattraper son parent et va être amené à être responsabilisé par certaines tâches du quotidien, que ce soit la lecture des papiers, certaines démarches administratives. Et c'est vrai que dans la dynamique d'accompagnement, c'est toujours une vigilance à avoir par rapport aux enfants qui peuvent présenter des compétences intellectuelles et qui elles sont parfois amenées à dépasser celles de leurs parents. Ce qui nous amène aux facteurs ayant une incidence sur la capacité à mobiliser les habiletés parentales que je vous ai présentées. Donc en fait, ces facteurs, ils sont valable pour n'importe quelle personne, n'importe quel futur parent. Donc, ce qui va être en lien, ce que je disais tout à l'heure, avec notre histoire de vie,
à savoir si la famille est isolée d'un point de vue relationnel, familial, social. La précarité sociale ainsi que les violences intrafamiliales vont être des facteurs qui vont augmenter la vulnérabilité et la fragilité de la situation parentale, augmenter le stress et favoriser les risques de dépression et notamment les risques de dépression postpartum. Ça, c'est valable pour tout à chacun, mais quand il est question d'une personne en situation de handicap, en fait, ces facteurs viennent majorer la fragilité et l'instabilité des situations familiales et parentales. Les difficultés qui sont majoritairement observées, mais qui ne sont pas systématiques, donc on a vraiment essayé de rassembler à travers notre pratique professionnelle des catégories de points de fragilité qu'on a repérés dans plusieurs situations familiales. La première, ça va être tout ce qui va être en lien avec le repérage spatio-temporel et organisationnel. Donc, ça vient impacter le rythme autour de l'alimentation, du sommeil, tout ce qui est en lien avec l'organisation. Tout à l'heure, je parlais d'une certaine forme de rigidité mentale. C'est vrai que les parents ayant un TDI, assumer plusieurs tâches dans une même journée, dans une même demi-journée, c'est extrêmement compliqué. Je donne toujours l'exemple du jour des courses. Quand c'est le jour des courses, pour certaines familles, il est impossible de mettre un autre rendez-vous. Et ça, c'est des choses dont il faut tenir compte quand on accompagne des parents avec un TDI. Il faut avoir cette vigilance par rapport à ce fonctionnement. Des difficultés rencontrées par rapport au positionnement parental, la pose des règles, savoir dire non, être cohérent et constant, ça reste quelque chose qui est compliqué pour les parents porteurs d'un TDI. Et dans la construction aussi du couple parental, on remarque souvent qu'il y a des tâches qui sont quand même qui sont très prédéfinies pour monsieur, très prédéfinies pour madame, et c'est vrai que c'est souvent majoré par une situation de handicap. Et ça, c'est pareil, c'est un paramètre dont il faut savoir tenir compte quand on accompagne des parents avec un TDI. La notion du jeu dans le rôle du développement de l'enfant, c'est aussi quelque chose qui est complexe, qui nous paraît parfois évident, mais comme dans le TDI, on a vu tout à l'heure que tout ce qui était de l'ordre de l'abstraction, c'était des notions qui étaient complexes. La notion du jeu, ça en fait un peu partie. Ne perçoivent pas toujours l'intérêt de jouer avec leur enfant. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut savoir reprendre dans notre pratique. Et ce sont des parents qui auront une difficulté à utiliser le bain de langage. Les interactions avec le regard souvent sont faibles et limitées. Donc moi je me souviens de parents qui pouvaient dire ça sert à rien que je parle à mon bébé parce que c'est un bébé, il comprend pas. Si, alors il faut pouvoir savoir mettre après des mots sur l'importance des stimuli en termes aussi de contact, de câlins, de bisous. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir reverbaliser auprès de ses parents. Donc cet ensemble de difficultés qu'on a repérées et qu'on a essayé de catégoriser, elles viennent impliquer le fait qu'on soit amené à adapter nos pratiques. Donc c'est ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Donc on parlait du jeu tout à l'heure, on souhaitait pouvoir vous proposer. Alors il y a des ressources que vous allez pouvoir retrouver sur le site d'Intimagir. Je pense au jeu Chemin de parents, qui est un jeu très intéressant et très accessible pour aborder le sujet des relations intrafamiliales, des tâches du quotidien. Il est vraiment très bien fait et très simple. Les pictos de la banque Arasac, donc ça, on en parlera tout à l'heure parce que
à la suite, parce qu'on va vous parler aussi de la communication adaptée. Et le Yaka Faucon, qui est un jeu qui est proposé du coup aussi sur le site d'Intimagir. Je ne sais pas si vous voulez nous en parler. Alors, vous les trouvez sur le site d'Intimagir, mais sachez que si vous voulez bien les découvrir en vrai, physiquement, nous détenons donc ces jeux aussi au sein du centre ressources. Donc, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous pour pouvoir tester ces jeux et voir s'ils sont pertinents pour le public que vous accompagnez. Voilà. Je vais me permettre de prendre la parole pour répondre à la question. Alors, il y a eu deux questions. La première, c'était comment pouvez-vous, quels accompagnements pouvez-vous proposer lorsque le parent en situation de handicap est isolé? J'ai envie de dire qu'on n'aura pas un schéma tout fait de réponse à apporter. L'idée, c'est déjà d'évaluer la situation en lien avec la personne elle-même si elle est demandeuse, en lien avec la personne qui a fait la demande, si c'est un proche ou si c'est un professionnel. Donc là, il y a toute une démarche d'évaluation en amont pour pouvoir vraiment apporter la réponse adéquate. Qu'un parent n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes, apporter toute solution. Parfois, on se rend compte que les chemins de réflexion ont déjà été bien entamés par les partenaires de terrain et que le fait d'intervenir auprès des professionnels et de les aider à prendre de la hauteur, ça les renforce dans le fait que tout a été mis en ordre de marche. On n'aura pas forcément une réponse pour tout, mais en tout cas que la personne soit isolée, donc c'est-à-dire peut-être sans environnement de proches. L'idée, c'est de toujours pouvoir articuler un accompagnement de proximité en lien avec les partenaires de terrain déjà repérés au moins par les référents territoriaux sur le territoire. Je ne sais pas si je réponds de façon très concrète à la question, mais voilà, pour moi, chaque situation est vraiment singulière et se doit d'être évaluée en amont. Donc, voilà pourquoi la réponse. La deuxième question qui était posée, c'était une question en lien avec je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent en même temps. Voilà, par rapport à comment on gère le désir de parentalité quand on imagine que la vie avec un enfant serait difficile. Faites-vous intervenir les aidants qui sont souvent très inquiets face à l'arrivée d'un enfant? Oui, la réponse est oui. Dans cette articulation-là, donc, désir d'enfant, vous l'avez entendu, nous, notre réflexe, ça va être aussi la collaboration avec le Centre de ressources Intimagir, mais d'autres partenaires qui vont s'assurer aussi, travailler la réflexion avec les futurs parents et le cas échéant, travailler aussi, dès lors que l'on intervient très en amont, l'idée c'est de pouvoir travailler la montée en compétences grâce à cette intervention précoce. Donc plus on intervient précocement dans cette parentalité ou future parentalité, mieux c'est, puisqu'effectivement la montée en compétences passe par des ateliers pratiques, le portage, le bain, voilà, l'expérimentation, et ça fera écho, je pense, après ce que vous allez avoir de répétition de l'acte. Donc effectivement, je pense que l'idée n'est pas de partir avec nos propres a priori ou nos propres réflexions, mais de partir sur une base neutre et de se dire qu'on a face à nous des personnes qui ont envie d'avoir un enfant, des personnes qui ont envie d'être parents ou des parents tout court, et de les accompagner au mieux dans leur parentalité. On n'en a pas parlé, mais dans cette idée de cellule expert, on va aussi faire participer des personnes concernées.
pour pouvoir, sur une logique de pair aidance, faire du partage d'expérience. Donc, je pense, moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre en lien aussi la personne en demande, même sur une question du désir d'enfant, avec des personnes concernées qui ont déjà expérimenté la parentalité. Ça permet, au-delà du partage d'expérience, aussi de confronter sa représentation et se confronter à la réalité de ce qu'est être parent en situation de handicap. Et c'est vrai que dans notre cellule expert, on aura aussi des personnes, on a déjà certains contacts avec des personnes en situation de handicap qui font, eux, déjà de la sensibilisation, qui parlent déjà de leur situation de parentalité. Mais le regard de personne concernée à personne concernée, il est aussi intéressant et pertinent. J'en profite tant qu'on est sur les questions-réponses pour pouvoir enchaîner. Il est déjà 15h11. Nous avions une question sur la connaissance d'une recherche inclusive, mais la personne qui mène cette recherche inclusive a elle-même répondu dans le chat, elle est présente avec nous. Nous la remercions donc d'avoir apporté cette réponse, Madame Darup Agnès. Qu'on a rencontré, que j'ai rencontré, qui précisait qu'elle vous avait avec la section des usagers. Voilà. C'était une super rencontre. Ce qui permet donc de répondre à la question qui était posée. Une autre question était la suivante: comment faire adhérer les parents à 4 parents? J'allais dire l'essayer, c'est l'adopter. Oui, alors je vais prendre le sujet dans un autre sens. Généralement, quand ce sont les personnes elles-mêmes qui nous sollicitent, ce qui a déjà été le cas à plusieurs reprises, par essence, elles adhèrent. Voilà, elles se mobilisent pour faire le pas. Je pense que le plus dur, c'est de faire la démarche d'aller vers. Donc, dès lors qu'elles nous sollicitent, elles adhèrent à ce que l'on va proposer derrière. Là où c'est plus compliqué, c'est quand la démarche est faite par un proche. On a déjà eu l'occasion de gérer une situation telle que celle-là d'une maman, de future maman en situation de handicap, qui était en grande délicatesse, voire souffrance, en tant que père aidant, que proche aidant. C'était très compliqué pour elle. Pour autant, nous, on doit s'assurer que le futur parent ou parent concerné en situation de handicap est informé à minima et va adhérer à la démarche avant d'entamer quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, dans cette situation-là, la personne concernée n'était pas du tout d'accord avec la démarche de sa maman. Forcément, c'était voué à l'échec. Donc, comment faire adhérer? J'ai envie de dire, en ayant la possibilité, dans ce cadre-là, de passer par un intermédiaire qui va pouvoir créer une relation de confiance. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est la relation de confiance qui va amener à l'adhésion, je pense. On a 2 questions flash. Je réponds juste parce que du coup, c'est moi qui ai posé la question comment adhérer les parents, parce que moi, je travaille en HAD pédiatrique et du coup, on a été confronté à ça. L'HAD pédiatrique, les parents n'ont pas le choix, sinon c'est une hospitalisation, ils retournent à l'hôpital, donc ils n'ont pas le choix. On aborde tout le temps la PMI, le relais, et clairement, quand ils ont, comme vous avez dit, la peur du placement, où ils ont de tout leur passé, et quand on parle de PMI, quand on aborde cas parents, tout ça, hop, ils se ferment. Il n'y a pas d'obligation et on va nous dire oui, à nous l'HAD devant nous et après on ferme les portes. Et on ne suit plus et là on a une situation, on a des nouvelles via un kiné libéral, mais tout ce qui est à côté, ça s'est estompé et on reste avec dans les troubles un bébé qui n'est pas éveillé et voilà. Et quand je vois tout ça, je me dis mais ça sera un futur bébé TDI en fait. Et donc, c'est ça nos difficultés de se dire comment on peut fédérer et garder dans le temps. Voilà, c'était. C'est toute la complexité, c'est que aucun des dispositifs déjà existants n'est obligatoire. Donc, en fait, voilà.
dans d'autres secteurs, il y a des obligations de soins. Là, il n'y a pas d'obligation à adhérer au dispositif 4 par an ou à s'inscrire dans un suivi de PMI. Donc, effectivement, tant qu'on est sur la notion de libre adhésion, ça porte bien son nom, hein, c'est toute la place de l'autodétermination. Voilà. La pérédance, oui, effectivement, je pense que c'est aussi le partage d'expériences qui peut faire écho à des personnes comme ça qui sont suspicieuses parce que un passif ou parce que des a priori sur le service qui va les accompagner. Mais oui, peut-être en passer par ce biais de la mise en lien avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses. Je continue. Alors, on a une personne qui nous parle de la pérédance également, qui va nous confronter dans cette idée. Une autre personne mais vous apportera peut-être la réponse directement, qui demande si dans vos connaissances, vous auriez un couple qui pourrait témoigner sur la parentalité. Voilà, on prendra les coordonnées et je pense que vous pourrez reprendre contact directement. Une autre question concernant les SAP. Est-ce que les SAP existent toujours dans la région? C'est une personne qui a eu l'occasion de les rencontrer au préalable. Donc, est-ce que rapidement, vous pourrez expliquer Alors, je vais faire une réponse très claire. Non, les SAP n'ont plus vocation à exister sur le modèle qui a été existant jusqu'alors, à savoir un accompagnement avec suivi, accompagnement direct. Et là, on parle d'accompagnement. Aujourd'hui, ces services d'accompagnement et d'aide à la parentalité ont vocation à être, j'ai envie de dire, transformés avec des réflexions qui se mènent autour de monter en compétence les services d'accompagnement à la vie sociale et SAVS avec un axe parentalité pour pouvoir continuer à apporter ces réponses de proximité. Qu'apparemment n'a pas vocation à remplacer les SAP, vous l'entendez bien, mais par contre, effectivement, via la transformation de l'offre, on tend à essayer de maintenir une réponse de proximité de terrain. Le SAP tel qu'il a été n'a plus vocation à être pérennisé. D'ailleurs, certains SAP notamment sur Valenciennes et Denain, n'existe plus. Hein. Ce modèle-là n'existe plus. Par contre, effectivement, on est sur un glissement et une montée en compétence des SAVS. On répond ensuite par écrit, parce que sinon, on va voilà. Aller jusqu'au bout. Alors, on souhaitait pouvoir vous présenter des outils que certains d'entre vous peut-être connaissent, qu'on utilise et qu'on utilisait notamment sur les SAP. Donc, les livrets maternité, donc le jaune et le rouge, c'est des livrets qui se présentent en 2 volumes. Donc, il y en a un avant l'arrivée de bébé et un après l'arrivée de bébé. Ils sont rédigés en FALC, facile à lire et à comprendre. C'est une technique de communication qu'on vous présentera juste après. Elle utilise un peu l'écriture en FALC et surtout les pictogrammes. Donc ces livrets sont donnés aux parents et peuvent être un support utile aux professionnels pour le suivi des familles. Le volet 1, donc en attendant bébé, il est possible d'y noter les rendez-vous, de visualiser l'évolution du bébé pendant la grossesse, de se repérer dans les démarches administratives. C'est vrai qu'en tant que professionnel, parfois, on sous-estime la complexité des familles face à toutes les démarches administratives qui sont à mener, notamment quand on est non-lecteur et non écrivain. De préparer le nécessaire pour la maternité. Donc ça, c'est un livret qui peut être donné aux parents. Il est beaucoup utilisé en maternité notamment. Le deuxième volet, donc bébé est né, on y retrouve ce que je disais tout à l'heure, l'importance du bain de langage et des stimuli affectifs, la gestion du couchage, de l'alimentation,
ce soit pour l'allaitement ou pour donner le biberon. Le bain, les premiers soins, les premières notions de sécurité, le rythme et toujours en falque, pardon, et toujours en utilisant des pictos. Donc, à terme, ces livrets seront accessibles sur le site internet de Cap Parents, mais en attendant, en passant par l'adresse mail contact de Cap Parents, que je vais vous donner juste après, on fait des transferts en fait. On envoie tous les outils que je vous présente là, on peut les envoyer en 8 transferts. Donc ces 2 livrets, ils sont utilisés parce qu'ils existent depuis quand même un moment et ils sont utilisés par pas mal de professionnels à destination de parents en situation de handicap ou pas. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui les utilisent pour des familles allophones ou sur d'autres problématiques. Au final, c'est un outil qui est plutôt bien fait et qui reste très accessible au-delà du TDI. L'imagier du parent, il se présente en 3 volumes. Le premier livret, c'est de la grossesse au retour à la maison. Le deuxième livret, c'est l'évolution du bébé de 4 à 24 mois. Et le troisième livret, de 2 à 6 ans. Donc ces 3 livrets ont été pensés et élaborés lors de groupes de travail avec des personnes concernées. Donc moi, j'ai eu la possibilité de participer à certains de ces groupes de travail. Donc on était des petits groupes de 10-15 personnes avec la présence d'une graphiste et en fait on co-construisait ensemble les supports en fonction du stade de développement qu'on souhaitait aborder. Donc, c'était très intéressant parce que parfois, la graphiste proposait une image qui, au final, était interprétée très différemment en fonction des personnes qui composaient le groupe. Donc, à chaque fois, le choix des images et des phrases falques qui accompagnent l'image ont été choisis et réfléchis avec les personnes concernées. Chaque stade de développement donc, est découpé toujours de la même manière. Donc, ce que je vois, ce qu'il se passe et ce que je fais. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux parents de décliner une action, de pouvoir repartir donc, sur l'importance de prendre le temps d'observer son enfant, de réfléchir à ce qui est en train de se passer et au final d'ajuster sa posture. Alors, contrairement au livret maternité, l'imagier du parent, en tout cas, nous, on ne le laissait pas, on ne donnait pas directement aux parents. Ça reste un outil qui est essentiellement intéressant à utiliser entre professionnels et personnes concernées, parce que je reprends cette idée un petit peu de rigidité mentale du parent porteur de TDI. On a eu parfois des papas et des mamans très inquiets de se dire « Oh, mais mon enfant a 16 mois et il n'a pas atteint, il ne fait pas comme sur l'image et du coup, est-ce que ça veut dire que… » Et ça suscitait énormément d'inquiétude. Du coup, c'est vrai que cet outil-là, pour l'avoir expérimenté, il est intéressant à avoir avec soi pour pouvoir reprendre… je pense par exemple, il aborde la question des premiers pas et toute la notion du danger en lien avec le fait que l'enfant commence à se mouvoir. Souvent dans les familles où les parents ont un TDI, l'enfant est un peu vissé à sa poussette, hein, on appelle ça des bébés poussettes parce que il y a cette peur de le laisser expérimenter, il y a cette peur qu'il puisse se faire mal et c'est vrai que pour aborder ces questions-là, l'imagier du parent, il est intéressant parce que voilà, il permet d'avoir une référence sur un fascicule du coup et une modalité qui est complètement adaptée. Les carnets de biberons, alors les carnets de biberons, c'est des outils qui ont été créés et qui seront aussi accessibles à terme sur le site de Cap Parents. On est en train de les retravailler avec mes collègues référents territoriaux. Donc, ils permettent de visualiser le suivi de la prise des biberons,
mais pas que, hein, il y a aussi les selles. On peut faire évoluer l'outil après en fonction de l'alimentation ou des soins plus spécifiques. Cet outil, il est intéressant de le laisser à disposition des parents. Il n'est pas très compliqué à remplir, donc il est accessible à des gens qui sont non lecteurs. Il faut essentiellement faire des croix. Et le fait de le laisser à la maison, c'est intéressant parce que, par exemple, quand la PMI passe, ben, on reprend le carnet de biberon et on a un support pareil à la discussion et le parent peut se repérer dans ce qui a été fait ou dans ce qui s'est passé dans la journée notamment. Et pareil, c'est des supports qu'on fait évoluer en fonction du développement de l'enfant. Donc, tous ces outils, ils sont intéressants à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, où ils sont co-construits avec les personnes concernées. C'est important de partir des compétences des parents. S'il y a un peu de lecture, un peu d'écriture, c'est important de pouvoir la maintenir. C'est vrai que nous, professionnels, on est imprégnés de notre jargon, on est imprégnés de nos raccourcis, de nos symboles, de nos abréviations. Donc, c'est bien important de pouvoir adapter et de faire avec eux. C'est-à-dire que c'est important. Est-ce que aller sur une banque de pictos, voir si les pictos ça leur parle? Est-ce qu'ils préfèrent plutôt qu'on prenne des photos chez eux de leur matériel et de faire un outil qui leur parle? Du coup, pour adapter ces outils, c'est important d'utiliser un mode de communication adapté. Donc, on voulait brièvement vous présenter la CAA, communication alternative améliorée, qui est un mode de communication qui permet du coup de faciliter la participation sociale et l'inclusion dans tous les domaines de la vie de la personne. Dans les modes de communication de la CAA, on y retrouve le Macathon, le PEX, le POD, qui sont vraiment des techniques de communication adaptées. On vous mettra dans le support qu'on vous mettra à disposition, on vous mettra un lien pour que vous puissiez retrouver vos référents régionaux de CAA pour pouvoir vous renseigner sur comment utiliser ce type de communication adaptée. Et donc le FALC, le facile à lire, à comprendre, qui est une technique qui permet de traduire de façon simplifiée des textes écrits, électroniques, audio ou audiovisuels. Donc, pour qu'un document comme les BD de Santé BD puisse être reconnu FALC, il y a des règles de base à respecter, comme utiliser un vocabulaire simple, sans jargon, sans une syntaxe stable, des phrases courtes, des polices à caractère lisible avec des interlignes. Il y a une mise en page aussi à respecter, ne pas surcharger les informations pour permettre une communication plus accessible. J'ai envie de dire qu'elle est valable aussi pour tout type de famille, que les parents soient en situation de handicap ou pas. Donc, pour conclure, on vous a fait une petite fiche mémo sur ce qui était important de retenir quand on est en lien avec des parents en situation de handicap. Donc, la première idée, c'est quand même de pouvoir adapter sa communication. C'est ce que je disais à l'instant. On est, nous, dans nos métiers, parfois compliqués et difficilement accessibles. C'est important d'avoir ce réflexe de réussir à simplifier, si besoin, du coup, d'utiliser des techniques de communication adaptées, d'utiliser des supports visuels. C'est vrai que des fois, on se dit, il y a des familles qui vont louper 3 rendez-vous, pourtant on leur a envoyé un courrier. Mais oui, mais si le courrier n'est pas, est pas adapté, en fait, il est peut-être même pas ouvert. Donc, avoir en tête cette idée de pouvoir adapter la communication, mettre en place des outils visuels, des plannings qui utilisent des pictogrammes pour permettre aux familles de se repérer dans le temps pour leur rendez-vous, pour les tâches à effectuer sur une semaine, par exemple. Proposer un accompagnement régulier et stable
On avait avec les collègues pour l'habitude de dire la répétition fixe la notion. C'est vrai que c'est des familles qui ont besoin d'expérimentation, de répétition pour que une notion soit acquise. De valoriser les compétences existantes, c'est-à-dire que c'est des parents qui, dans certains domaines, sont très efficients, comme on pouvait le dire tout à l'heure, sur tout ce qui est de l'ordre du pratico-pratique. C'est vrai que dès qu'on est dans des dimensions plus abstraites, il y a des choses qui sont plus complexes pour eux et des choses qui sont plus difficilement accessibles, mais partir toujours de ce que la famille et de ce que le parent pour pouvoir après aborder les sujets plus complexes. Avoir une connaissance du réseau et travailler en réseau, c'est ce que Cap Parents va essayer de vous proposer sur la carte interactive qui sera disponible aussi sur le site internet. C'est que vous ayez cette possibilité de repérer les professionnels qui seront sensibilisés à la question du handicap et de la parentalité et au-delà du réseau, pour pouvoir vous former, vous sensibiliser sur différents sujets en lien avec le handicap et la parentalité, comme on fait aujourd'hui. On aimerait pouvoir décliner ce webinaire sur différents parentalité et autisme, parentalité et troubles moteurs, pour que voilà, vous ayez alors pas une formation, mais en tout cas une première approche, comme on vient de le faire là, avec le TDI. Donc, notre équipe, c'est 7 référents territoriaux sur les Hauts-de-France. Aujourd'hui, pour nous contacter, soit pour un besoin en lien avec votre pratique professionnelle, soit pour nous soumettre une situation. Donc, on passe par le mail contact@capparents-du6hautdefrance.org et nous allons créer une plateforme téléphonique spécifique à Cap Parents pour pouvoir recueillir toutes les demandes de coordination. On a déjà commencé, on a déjà pu soutenir et coordonner plusieurs parcours. Donc on est déjà dans l'effectif. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. On a le temps pour des questions. Il est 15h33, alors nous, on a un petit peu de temps pour les questions, mais nous arrivons au terme de l'horaire qui était prévu. Pour ceux qui peuvent rester avec nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se laisse quelques minutes pour pouvoir y répondre. Ensuite, on se quittera et on vous enverra comme convenu donc les éléments par mail. Pour répondre, je vois passer beaucoup de choses concernant les SAPPH et voilà. Donc effectivement, si sur le Nord les SAP ne sont plus d'actualité, parce que c'est un financement département. Hein, je le rappelle, les SAP sont financés par les départements, donc le choix du département du Nord a été de ne plus financer les SAP. Par contre, sur d'autres départements où je vois qu'effectivement, et c'est la réalité, des structures de ce type voient le jour, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, c'est une réponse complètement adaptée. Donc, enfin, complètement adaptée, en tout cas, une réponse complémentaire est nécessaire que d'avoir des gens qui peuvent accompagner en direct. Donc, oui, c'est très bien que ça puisse se faire dans les autres départements, même si sur le Nord, voilà, c'est un peu un rétropédalage puisque les SAP existaient déjà depuis 20 ans. Est-ce que quelqu'un a une autre question? On est en train de répondre aussi en parallèle dans le chat pour certaines des questions, notamment sur les outils qui sont présentés et ils sont consultables encore une fois donc sur au centre ressources Intimagir. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous et venir les découvrir sur place. Et nous, on fait des WeTransfers pour les livrets et l'imager du parent. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à prendre contact sur l'adresse mail et on fait des envois pour l'instant au compte-gouttes.
On fera par la suite, tout sera accessible sur le site internet. Une personne levait la main. Didier Marie-Flore. Oui, oui, bonjour. Juste une petite. Vous m'entendez? Oui, Allô? Très bien. Vous m'entendez? oui, on vous Oui, entend. bonjour. Juste une petite question. Donc, je suis sur le département j'exerce dans le Pas-de-Calais. Je n'ai pas connaissance de SAP, hein, d'existence de SAP. J'entends qu'il y a des restrictions et que les SAP ferment un peu, tout du moins au niveau du nord. Vous orientez, vous avez indiqué que vous montiez en compétence les SAVS lorsqu'il y a une famille, hein, des parents dont il y a une reconnaissance de la nécessité vraiment d'être accompagné, hein, où il y a chez eux, mais qu'il y a des difficultés, hein, des troubles notamment liés à une déficience intellectuelle. Est-ce que vous nous conseillez, donc je sais qu'il y a des services comme la PMI qui interviennent, mais au-delà de la PMI, au-delà des 6 ans, les difficultés persistent, hein, bien au-delà de 6 ans. Est-ce que ça veut dire que vous nous conseillez, professionnels, d'instruire des dossiers de demande de SAVS pour qu'ils puissent intervenir en fonction qu'ils puissent intervenir au niveau parentalité? Je sais qu'actuellement, c'est pas forcément leur première mission. Donc, Non, alors, est-ce que vous nous conseillez? Merci. alors on va répondre oui, oui. Alors, oui, faire la demande de SAVS. Et effectivement, si le SAVS en question n'est pas dans l'expertise de l'accompagnement de la parentalité, sur le territoire du Pas-de-Calais, et le référent territorial du Pas-de-Calais maîtrise très bien son sujet, il existe des partenaires qui sont, eux, experts dans le domaine de la parentalité. Et donc, mettre en lien à la fois les personnes qui vont être experts du domaine du handicap, que sont les professionnels des SAVS dans l'accompagnement du handicap intellectuel, en lien avec la personne experte de la parentalité, c'est ce qui va permettre de croiser, j'ai envie de dire, les expertises et de maintenir la personne au domicile et dans l'autonomie. Hein. C'est ce qui est mis en ordre de marche et ce que Cap Parents a vocation à faire, à savoir articuler autour d'une situation les acteurs de terrain. Oui. Donc, dans le Pas-de-Calais, pardon, nous avons notre référent territorial du 62 qui peut éventuellement répondre à vos questions. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Madame Mella. Oui, bonjour, merci pour ce webinaire très intéressant. J'avais une question par rapport à vos cellules experts. Si vous pouviez nous en dire un peu plus sur les professionnels qui en font partie, leurs compétences et comment vous les mobilisiez ou est-ce que vous les formiez voilà, savoir un petit peu plus sur ça, si c'était possible. Alors, la cellule expertise est en cours de construction, j'ai envie de dire. Hein. Le mot n'est pas beau, mais voilà. En fait, on est sur un modèle plutôt d'appel à candidature. Vous l'avez compris, en fait, l'idée, c'est d'avoir sur chaque département des personnes repérées qui vont pouvoir intervenir en proximité. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, on répond à toutes les sollicitations. Je vais citer un exemple concret. Un professionnel, les professionnels qui m'ont déjà sollicité, on a des ergothérapeutes qui sont à la fois experts dans leur domaine de compétences qui est l'ergothérapie, mais aussi qui ont déjà pu accompagner des personnes, des parents en situation de handicap, donc qui ont une expertise dans le champ de la parentalité. Donc, on a déjà un panel de professionnels en répondant à ça. On a des EJE qui travaillent l'attachement. On parlait du jeu tout à l'heure, hein, donc les EJE qui ont cette vocation à travailler
le lien d'attachement au travers du jeu. On a j'ai une sexothérapeute qui a vocation aussi à travailler la relation du couple dans le champ de la parentalité en situation de handicap. On a une sophrologue qui travaille aussi tout ce qui va être relâchement et par rapport à… Voilà, on a un panel de professionnels. On ne se fixe pas, si vous voulez, de limites sur les expertises à intégrer, ni même un nombre de professionnels à intégrer, puisqu'on va fonctionner via des conventions et donc une prestation de service, si j'ai envie de dire. Tous les professionnels ne seront pas mobilisés en même temps, vous le comprenez bien. Et donc l'idée, c'est que on puisse grossir notre annuaire de partenaires qui vont s'inscrire dans cette cellule d'expertise pour pouvoir aller les solliciter en fonction du besoin. Donc, je retourne le sujet en disant si de votre côté vous avez, ou si vous êtes intéressé pour faire partie de la cellule d'expertise en tant que professionnel de votre compétence, n'hésitez pas à venir vers nous au travers de l'adresse email contact 4 parents pour vous faire reconnaître. Ok, très bien, merci. Pour rien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte? Oui, Madame Trenet. Oui, vous évoquiez les commissions VIASP tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus quand elles se réunissent ou à quelle fréquence Alors, on parlait des commissions. Dans quel cadre les commissions VIASP? Par rapport au réseau de référents, c'est ça? Le réseau de référents VIASP? Oui. D'accord. Donc effectivement, nous avons une première rencontre avec. On a eu ça a commencé par un webinaire, pardon, de présentation au mois de février-mars pour présenter nos intentions de créer ce réseau de référents. Nous avons une première rencontre en avril avec les référents qui étaient intéressés. Et de là, donc, nous sommes en train de traiter des groupes de travail qui ont été élaborés lors de cette rencontre et également les attentes et objectifs qu'on va mettre dans ce réseau. Ma collègue, donc Marie, qui est référente donc, de ce réseau, va revenir vers tous les participants pour proposer des dates de rencontres qui seront régulières et qui parleront de différentes thématiques, voire même qui pourront proposer des livrables. Bien évidemment, le réseau sera constitué des personnes qui étaient présentes lors de cette rencontre, mais aussi de ceux qui ne pouvaient pas l'être et qui vont souhaiter rejoindre le réseau. Donc, n'hésitez pas à vous lier à un team Agir par nos réseaux ou par la newsletter pour que vous puissiez avoir connaissance des suites qui sont données à ce réseau, qui servira à créer du lien et du mariage territorial, mais aussi à monter en compétences et à partager les informations entre référents VIAS des ESMS des Hauts-de-France. D'accord. Merci. De rien. Sarah Galéa. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez un peu plus d'informations pour la journée du 30 septembre. Savoir un peu comment ça allait s'organiser, si c'était avec des partenaires, enfin savoir un petit peu s'il y avait des choses déjà prévues ou pas. Alors, pour le moment, on est aux prémices de la réflexion. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée, c'est de pouvoir, si tant est qu'on puisse le faire, mettre en place des tables rondes avec le témoignage de professionnels et ou de personnes qui ont pu bénéficier de l'accompagnement de 4 parents. On pense aussi à mettre en place des ateliers de présentation des outils pratico-pratiques en lien avec des partenaires, bien évidemment, parce que forcément, qu'un parent seul ne pourra pas porter l'entièreté de ces présentations d'ateliers.
parce que Cap Parents a vocation à travailler, vous l'avez compris, en lien étroit avec des partenaires de territoire. Donc oui, c'est aussi faire, j'ai envie de dire, la place au partenariat et aussi peut-être au travers d'interventions plus, j'ai envie de dire, théoriques sur la parentalité en situation de handicap, avoir une porte d'entrée un peu plus, j'ai envie de dire, en hauteur de ce qu'est la parentalité en situation de handicap, à l'heure où il semblerait que cette thématique prenne de la place au niveau des politiques publiques. D'accord, merci. De rien. Et vous serez tenu informé au travers de notre site LinkedIn, au travers du site internet, possiblement si on l'a plus tôt prévu. Et on va communiquer, ne vous inquiétez pas, à large échelle. On espère avoir répondu à vos attentes sur ce temps de présentation et ce temps d'échange. Merci pour votre participation. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux, en tout cas. Merci. Pour votre intérêt, pour vos questions. Et même si, voilà, on se quitte maintenant, vous avez nos coordonnées. Oui, donc nous sommes joignables. Vous pourrez nous contacter ultérieurement. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.